Alors, il nous reste peu de temps. L'insertion professionnelle, un sujet très important. Dans votre programme, vous misez beaucoup sur l'économie numérique. On parle de 50 000 lauréats dans le domaine du digital d'ici 2030. Est-ce que vous pensez que le pays en a les capacités? Est-ce que c'est possible? Bon, d'abord, pour revenir à l'aspect insertion professionnelle, si vous regardez l'histoire de l'université dans le monde, elle a démarré avec l'université que j'appelle moi l'université 1.0, où les gens venaient juste dans une salle ou dans un amphi, et puis ils prenaient en quelque sorte un peu je dirais les enseignements. C'était une sorte de fabrique à chômeurs, quoi. Voilà, théologique dans le temps, etc. Il y a eu l'université 2.0, où on a commencé à parler d'expérience, on a commencé à parler de travaux dirigés, des études de cas, etc. Et puis il y a eu 3.0, on a rentré le digital, on a parlé de l'innovation, on a parlé de l'insertion professionnelle, de la place de l'université dans le développement socio-économique des nations. Et puis 4.0, on est en train de parler de l'économie du savoir, que finalement les pays qui réussissent, c'est les pays qui ont les universités les plus prestigieuses, les plus développées sur le plan recherche-développement, cette adéquation entre les... Et puis on est encore dans le 4.0, voire que 5.0, où finalement tout ça est mélangé avec l'intelligence artificielle, avec tous ces changements qui sont en train de s'opérer, que sur le plan de l'eau. Il y a des ruptures. On ne parlait pas autant avant je dirais, de dessalement de l'eau, l'énergie. On ne parlait pas autant maintenant de nouvelles techniques qui sont en train d'apparaître, l'hydrogène, etc. Donc on est dans une dynamique vraiment importante. Ce que je veux dire par là, c'est que l'université devient centrale. Quand le pays marche, l'université, personne ne s'en occupe, il se dit que ça marche, ça continue. Quand la société a des frictions sur le plan du chômage, sur le plan d'investissement, etc., on revient à l'université. Ce que je dis, bien évidemment, tous les universitaires doivent assumer ce rôle. C'est un privilège que d'être au centre, justement, du développement du capital humain de toutes les nations. Mais l'université n'a pas qu'un rôle d'insertion professionnelle. L'université a aussi un rôle de création du savoir, d'émancipation des individus sur le plan intellectuel. Ça ne veut pas dire que je néglige ce paramètre. Il faut absolument qu'il soit central, et c'est ce qu'on fait. Et si vous regardez le pacte ESRI, toute cette réforme, on a mis l'accent aussi sur cet aspect. Dans les pays développés, quand on parle de taux de chômage zéro, c'est 5%. Ça veut dire qu'on considère que 5% c'est zéro. Regardez les États-Unis ou ailleurs, 5% c'est zéro. Bien évidemment, nous, on est au-dessus, on est assez loin, la situation est difficile, on a eu le Covid, on pensait que c'est terminé, on a eu l'Ukraine, on est dans des situations. Mais la vraie capacité qu'on doit avoir, justement, c'est pour ça que j'ai insisté auprès pour cette réforme, c'est qu'il faut que les jeunes soient des jeunes en capacitation. C'est que, bien évidemment, les choses vont changer. Il y a le numérique aujourd'hui, il y a une demande mais inconsidérable sur le plan international, que nous devons absolument prendre notre part dans les financements, d'autre part dans les investissements dans cette opération. Donc on augmente, on veut hybrider, on veut avoir des jeunes à double compétence. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les codes 212, on a créé des espaces libre-service, gratuits pour les étudiants. Un étudiant qui fait de l'économie ou qui fait de la finance ou qui fait de la philosophie, s'il aime coder, il sort de l'amphi et puis il va rentrer là-bas, il va coder pour avoir un certificat. Et ce certificat, peut-être qu'il fera son bonheur sur le plan professionnel. Oui. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'étaient pas du tout des informaticiens, mais qui ont eu des certificats, ils sont devenus des codeurs, ils sont devenus des programmateurs. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à offrir cette possibilité de double compétence. Nous avons l'ambition, d'ici 2026, d'avoir 100 000 jeunes certifiés dans toutes les thématiques. C'est une ambition. On va voir si on va atteindre. En tout cas, on a mis la barre la plus haute possible. On va ouvrir, là maintenant, bientôt, pendant ce mois de septembre ou début octobre, on va ouvrir le code 212 d'Agadir. On va ouvrir tout de suite après celui de Kénitra. Et les autres arriveront d'ici la fin d'année et début de l'année prochaine pour augmenter j'allais dire un peu ce nombre de jeunes qui sont habiles dans les domaines de la programmation, dans les domaines du codage, leur donner cette possibilité.
bien évidemment, on met en place les mesures. Si vous regardez le pacte ESRI, on a bâti le pacte, bien évidemment, sur toutes ces réformes dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que le système devienne gouvernable et qu'il soit efficace. Mais on l'a basé également sur les conventions. On a signé la convention avec le ministère de la Santé sous l'autorité du chef de gouvernement et avec les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc on a mis pour doubler les effectifs d'ici 2026 en ce qui concerne les médecins, qu'on a réduit de 7 ans à 6 ans, et puis on a fait les conventions on a contractualisé avec les universités et les facultés de médecine, on a développé le privé également, et puis on a signé la convention pour le ministère de l'Éducation nationale pour former les professeurs de demain, donc les licences d'éducation. Là aussi, c'est une attractivité incroyable. On a plus de 150 000 candidatures pour 20 000 places, pour 18 000 places. Donc c'est très attractif, avec une indemnité de 1 000 dirhams par mois. On a signé avec le ministère de la Solidarité pour les 10 000. Nous, on a signé avec l'automobile, avec l'aéronautique. Donc nous basons un peu notre système pour répondre à ce besoin socio-économique. Pour dire aux entreprises, nous voudrions vous faire gagner de la compétitivité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans pas mal de systèmes universitaires? C'est que vous formez des jeunes et l'entreprise, dès qu'ils les embauchent, ils les reforment de nouveau pendant 3 mois, 6 mois, etc. Demandez aux grandes entreprises, c'est ce qu'ils nous disent. Nous, on leur dit, venez, on va co-construire les curricula et les programmes ensemble, et on va vous faire gagner les 3 mois ou les 6 mois de reformatage que vous faites. Donc, mettons-nous autour de la table. Donc maintenant, on continue ce travail qu'on a fait avec l'aéronautique et l'automobile, on va continuer sur tous les secteurs. Je viens de faire une réunion la semaine dernière avec le ministre de l'Industrie pour justement, de nouveau, aller faire de la couture sur un certain nombre de contenus de formation spécifiques pour répondre à ce besoin. Si aujourd'hui, et comme vous avez le grand projet lancé par Sa Majesté sur l'hydrogène, il faut former les jeunes qui vont... L'hydrogène n'est pas simplement un gaz, c'est comment le produire, comment le stocker, le comprimer, le décomprimer. C'est toute une ingénierie. Quelle est aussi la part des sciences humaines et sociales en termes économiques, en termes sociétals, de l'acceptabilité, etc. Et donc c'est tout ça qu'on est en train de faire. Nous considérons que le pacte ESRI doit répondre à ces enjeux, et c'est fini où l'université est dans un coin et le monde socio-économique est dans l'autre. Mais ceci dit, ne pas considérer que l'université est juste là au service de ce que veut l'entreprise. Non, elle a un rôle de jouer ce travail-là, parce que l'économie du savoir vient parce qu'elle a une connexion avec les besoins de la société, mais elle a aussi un besoin de développer de la science et de développer des thématiques. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'université tout au long de la vie. C'est terminé où l'université, je prends un diplôme et je m'en vais. Vous allez prendre le diplôme, vous allez prendre le certificat, mais vous allez y revenir. Et la formation continue, on n'en a pas parlé, mais la formation continue est un axe essentiel. On est en train de mettre en place maintenant toutes les règles juridiques pour changer j'allais dire l'esprit avec lequel nous travaillons aujourd'hui, qui est toujours flou, il y a toujours des difficultés. Donc nous allons le mettre aussi pendant cette fin d'année. Nous sommes en train de travailler sur les règles pour qu'on puisse répondre aux besoins de formation continue pour les entreprises, pour le monde socio-économique, mais aussi la formation continue pour nous-mêmes, pour le personnel, pour comment préparer les leaders de demain, y compris dans l'université elle-même. Comment créer une génération qui est capable de porter et de diriger les facultés, les écoles, les universités, etc. Donc reconstruire, avec de la formation continue, excusez-moi, mais un stock de leaders et de compétences. Nous avons lancé, il y a 2 semaines, nous avons lancé Leadership pour justement la capacitation de nos femmes dans nos universités, mais aussi Leadership pour les étudiantes, pour leur donner confiance en elles-mêmes. Et tout ça, ça comptera dans leur cursus, et ils auront une attestation complémentaire. J'ai suivi ce module de leadership qui leur permettra aussi d'avoir confiance, de savoir aussi répondre dans des situations difficiles et de pouvoir renforcer leur capacité personnelle
à se développer par elle-même.